Bonjour à tous et bienvenue dans cet dernier épisode de la semaine du restructuring qui porte sur se financer pour rebondir en période incertaine. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accompagnés par deux personnes. Donc tout d'abord à ma gauche Guillaume Lanoé qui est directeur des marchés grands comptes et internationaux sur les financements structurés pour Facto France. Et à ma droite Mathieu Arnoux qui est directeur du financement chez AU Group. Merci messieurs d'être présents. Donc le thème, effectivement, nous sommes dans une période incertaine, très clairement. Nous sommes aussi dans une période qui change radicalement par rapport aux dernières années que nous avons vécues. Donc je vous propose de commencer pour planter le décor de ce débat, avant de rentrer dans le vif du sujet, par avoir un éclairage de part et d'autre de ce qui est en train de se jouer pour les entreprises aujourd'hui, notamment sur les aspects de financement. Donc Mathieu, si vous voulez bien, je vais vous laisser introduire ce débat. Volontiers, merci en tout cas de nous recevoir. Effectivement, on voit que la période change. Chez AU Group, nous, on est connectés de façon quasi quotidienne avec les entreprises de toute taille, mais notamment avec les grandes entreprises. Et on voit qu'on est sorti d'une période en réalité où finalement les entreprises étaient dans un relatif confort. On parle de la période avant Covid naturellement, avec un choix très large, une palette de produits très large en face d'elles, notamment pour structurer, organiser leurs besoins en fonds de roulement, dans un contexte de très bonne maîtrise du coût des matières, une bonne stabilité des prix également, donc quelque chose d'assez organisé, avec une bonne visibilité et du temps en fait devant elles. La période du Covid est passée par là, c'était une période assez étrange pour nous, puisque en fait le financement court terme s'est un peu figé pendant quelques mois. Et puis la période normale revient. Simplement, le contexte économique, comme tout le monde le sait, change, notamment avec le contexte de l'inflation, qui a un vrai impact sur l'économie de nos clients. Et de façon assez synthétique, ce qu'on peut dire, c'est qu'en réalité, d'un côté, les entreprises sont confrontées à la hausse du coût de la matière, avec naturellement un impact assez lourd sur leur trésorerie. Et face à ça, elles ont aussi le bénéfice de cette situation, si je puis dire, puisqu'elles-mêmes vont répercuter des hausses de prix. Alors l'intérêt pour nous qui sommes des spécialistes du poste client, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est qu'elles facturent donc plus cher et donc elles ont des encours à utiliser plus élevés. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille autour de ces encours et on fait en sorte de monétiser ces encours. Donc certes, une inflation, des tensions en termes de sources, des négos difficiles, mais l'avantage, un poste client qui grossit, qui permet donc plein d'artifices, plein de possibilités. Très bien, donc des réelles opportunités à saisir. Guillaume, quel est votre regard justement sur ces périodes Covid, post-Covid et les périodes dans lesquelles nous entrons actuellement ? Merci Bruce. Écoutez, ce qu'a dit Mathieu est totalement en phase avec ce qu'on peut voir nous de notre côté aussi. Donc Facto France travaille à la fois sur des TPE, des PME et des ETI et grands comptes. Sur la partie ETI et grands comptes, on a constaté que la période du Covid avait été assez spéciale par rapport à ce qu'on a pu rencontrer notamment dans les TPE et pour les PME, notamment parce que vous n'avez pas vraiment eu une rupture du crédit comme on a pu le constater. Alors il y a eu les 60 milliards de PGE dont on a déjà parlé longuement lors des émissions qui ont suivi le Covid. Là, maintenant, on est plutôt dans une reprise avec les difficultés qu'on rencontre avec ce conflit et cette inflation. Mais ces ETI, pendant la période de Covid, elles n'ont pas eu de rupture de financement. Elles ont même réussi à se financer, et quasiment de manière similaire sur la partie à facturage. Et elles ont été assez peu utilisatrices des courts termes. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu exactement la même rupture qu'on a pu avoir sur d'autres segments d'activité. Ce qui fait que quand la reprise a été là, finalement, on a pu financer la hausse de certains coûts. Notamment, il y a eu des coûts de transport qui ont pu évoluer. Il y a eu des coûts de matières premières, notamment dans l'énergie, qui ont également évolué en 2021 quand on avait cette reprise. Et là, on constate qu'on arrive dans une période dans laquelle la reprise est derrière nous. On rencontre de nouvelles difficultés qui sont directement corrélées à l'inflation qu'on rencontre de nouveau sur des coûts de matières premières et sur des coûts liés au transport. Et cette inflation, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour ces ETI, ces grands comptes, de les passer à leurs clients finaux. Donc on est dans une configuration où les carnets de commandes sont toujours bons. Il y a, je pense, un climat des affaires qui tend à se dégrader dans ce qu'on peut voir dans les différentes études, mais qui reste relativement stable, notamment pour les clients ETI et grands comptes.
Et malgré tout, cette incertitude sur les liquidités qui tend à devenir de plus en plus présente parce qu'on est dans un cas de figure dans lequel eh bien, les coûts de matières premières augmentent, les coûts de transport augmentent, et donc vous avez plus de difficultés à livrer. Là, on regardait hier, pour illustrer mes propos, on a à peu près 40% des ETI qui ont des difficultés aujourd'hui en termes d'approvisionnement, et on a à peu près les 2/3 qui ont des difficultés en termes de livraison. Donc on est vraiment, je pense, au début de quelque chose qui va pousser les entreprises à chercher de la sécurisation sur les financements notamment. Vous avez quelques statistiques, je crois, à partager avec nous sur soit l'inflation, les risques de défaillance ou autres. Oui, les risques de défaillance, je pense un certain nombre de prédécesseurs sur cette chaise pendant la semaine en ont pas mal parlé. On est tombé à un niveau qui était historiquement bas, qui ne peut difficilement être aussi bas, corrélé au fait qu'il y avait beaucoup d'injections de capitaux et notamment de cash liés à tous ces prêts étatiques. Et garanti par l'État. On est dans une configuration où forcément ça va augmenter, mais on n'est pas au tsunami qu'on pouvait encore espérer dans certaines statistiques il y a quelque temps. Je pense qu'on est plutôt dans un schéma dans lequel aujourd'hui on peut voir qu'il y a une détérioration, mais une détérioration lente. C'est-à-dire qu'on voit que les délais de paiement ne sont pas en train d'exploser, ils reviennent à un niveau similaire à ce qu'on avait vu en 2019. En revanche, il y a une statistique qui nous intéresse tout particulièrement, c'est qu'on voit que les utilisations de nos lignes, dans nos livres, sont plus significatives qu'elles l'étaient il y a quelques mois, et notamment qu'au début de l'année. Là, on est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, entre 4 et 8 points d'utilisation supplémentaires par rapport au mois de janvier. Donc on voit que les tirages sont là, et les ETI ne font pas exception à la règle. D'accord. Et Mathieu, par rapport à ces besoins des entreprises, justement, de pouvoir aussi financer cette croissance qui perdure, en tout cas pour l'instant, espérons que ça durera, comment vous positionnez justement ces solutions d'affacturage, finalement, qui peuvent servir à la fois du court, du moyen, du long terme? Quel est votre regard? En fait, la vraie nouveauté des dernières années, c'est la montée en gamme du secteur. À destination des grandes entreprises. Il y a quelques années en arrière, on était concentré sur les petites et les entreprises de taille intermédiaire. Ça reste d'ailleurs toujours une activité très dynamique. Mais ce qui a changé et ce qui a donné un coup de booster, si je puis dire, au secteur, c'est vraiment la demande venant des grandes entreprises. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, on a bien pu voir que ça permettait à ces dernières de diversifier leurs sources de financement, tout d'abord, d'être moins dépendantes d'une appréciation purement bancaire liée à leur bilan. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça revient aussi à ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte, ces grandes entreprises, qu'elles avaient un actif qui valait de l'or entre leurs mains, qui est le poste client, et que ce poste client, il a une grande qualité, c'est qu'il suit le cycle réel de leur activité, tout simplement. Voilà. Et puis, face à ça, ce qui est très intéressant, puisque nous, on a une position d'observateur, de conseil, d'accompagnateur auprès de ces entreprises, on a pu voir que les factors ont fait des efforts considérables au cours des dernières années pour s'adapter à la demande des entreprises et finalement leur apporter des solutions quasi sur mesure. Alors, face à ça, ce qui est très important, c'est de bien qualifier cet actif post-client, c'est de bien comprendre le métier de l'entreprise, c'est d'aller dans les détails, parce qu'une solution qui est bien comprise en amont et qui colle bien à la réalité de l'entreprise fait le succès de l'opération derrière. Mais ce qu'on peut dire à ce stade, ce qui est aussi un vrai changement dans notre métier du financement court terme, notamment avec la technique d'affacturage, c'est qu'on se rend compte que finalement, et je parle sous le contrôle de Guillaume, que les programmes qui sont mis en place par ces grandes entreprises, ils sont mis en place de façon durable. C'est des programmes qui tiennent, qui se développent. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que notamment dans la période du Covid, très peu d'entreprises, en tout cas à ma connaissance, ont remis en question leur dispositif d'affacturage, nonobstant l'injection massive d'argent public avec les PGE dont on a parlé aussi tout à l'heure. D'accord, très bien. Donc effectivement, on a eu la période des PGE, bon plutôt pour les PME, mais effectivement la période des PGE, là les soutiens étatiques sont beaucoup moins présents, beaucoup moins significatifs. On peut avoir des lignes de confort qui se mettent en place et puis effectivement également ce type de solutions qui viennent aussi apporter une solution pérenne aux besoins de financement. Alors je vous propose de rentrer maintenant directement dans le vif du sujet, peut-être un petit rappel sur l'affacturage, les principaux éléments constitutifs, et puis après on rentrera peut-être dans plus de spécificité. Guillaume, vous êtes l'homme. On vous écoute. La situation. Chez Facto France, nous avons une gamme de produits qui est celle que vous pouvez rencontrer sur le marché. Nous travaillons à la fois sur des segments qui vont de la PME en passant par la TPE jusqu'au grand compte. L'affacturage, c'est un produit qui est relativement simple quand on le regarde avec un prisme comme celui qu'on peut avoir avec Mathieu. C'est-à-dire qu'on achète des créances.
On achète des créances commerciales, on finance les délais de paiement de nos clients sur ces créances commerciales. Alors après, vous avez une ingénierie qui est mise autour de ces produits. Dès lors que vous montez en gamme, Mathieu en parlait tout à l'heure, il parlait de monter en gamme dans le segment des ETI. Cette montée en gamme dans le segment des ETI, elle s'est matérialisée par la structuration d'offres qui est directement corrélée aux besoins qu'ont eu les ETI. Vous aviez des ETI qui exportaient beaucoup et qui utilisaient l'affacturage à l'export il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Depuis, je dirais, 5 à 10 ans, on tend à avoir des ETI qui sont implantés localement, qui utilisent des solutions, par exemple. Donc, je dirais que le prisme global qui a été utilisé pour développer ce produit, c'est directement corrélé aux besoins de nos clients. Et encore une fois, et j'insiste beaucoup sur cet aspect-là, c'est un produit qui est très simple, à la fois dans l'évaluation du besoin du client, c'est-à-dire que vous avez un client qui généralement vient vous chercher parce qu'il a un besoin spécifique de financement de son besoin en fonds de roulement, de financement de ses liquidités, de sa trésorerie dans un environnement donné, qu'il soit en France ou à l'international. Et ce client-là, il a des besoins qui vont être corrélés à la typologie de clientèle qu'il a et à la typologie de facture qu'il va faire. Donc c'est vrai que selon les secteurs d'activité, vous allez avoir des besoins qui diffèrent. Alors, 90 à 95% des utilisateurs d'affacturage en France, c'est de l'industrie, de l'agroalimentaire, du transport. Donc, ce sont des secteurs qui ont des gros besoins en cash, qui sont générateurs également de cash flow significatifs, mais qui ont de gros besoins en cash pour pouvoir fonctionner en day-to-day. Et c'est vrai que ces utilisateurs-là, dès lors qu'ils vont être dans une configuration où ils vont nous confier leurs postes clients sur leurs acheteurs, sur leurs débiteurs, ils attendent de nous la capacité de les financer avec un maximum de financement dans un contexte dans lequel eux ont aussi des spécificités de financement à court terme à côté des solutions d'affacturage qu'on peut proposer. Et donc l'ingénierie et la spécificité du produit dont parlait Mathieu tout à l'heure, c'est cette capacité aujourd'hui à s'intégrer dans un environnement de financement pour les ETI qui est sans doute un petit peu plus complexe qu'il était par le passé, sans doute un petit peu plus complet également. Et l'affacturage est là pour générer la liquidité additionnelle à côté d'autres produits court terme qui sont utilisés au quotidien par ces ETI. Effectivement, votre propos est très centré sur l'aspect financement, Oui. qui est effectivement le cœur, on va dire, de la réponse qui est apportée à ces ETI. Mais effectivement, il y a éventuellement d'autres paramètres également qui sont apportés par l'affacturage. Quel est votre regard justement sur ce produit affacturage dans son ensemble, le financement, peut-être ce qu'il y a autour? Alors tout d'abord, moi je partage tout à fait ce qui est exprimé par Guillaume, peut-être avec une petite précaution, une petite honnêteté à délivrer ici. C'est quand même compliqué à mettre en place. Ce que nous disent nos clients, c'est que c'est quand même consommateur de temps, d'énergie, c'est structurant, mais parce que c'est structurant, ça oblige à un travail de fond. Donc dire qu'une ETI, un corporate met une solution d'affacturage en place en claquant des doigts me paraît un tout petit peu excessif, on aimerait bien, mais généralement ça se fait quand même dans une certaine tension. Par contre, force est de constater qu'une fois que c'est mis en place, les premières rotations étant, comme on dit, cédées et financées par le factor, après ça marche quasiment tout seul, et ça c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça prend pas mal d'énergie, beaucoup de débats, beaucoup de sujets autour de la mise en place du projet, de la définition, des volumes qu'on veut mettre dans le programme, parce que c'est aussi l'intérêt de la solution. On peut très bien décider finalement de ne pas confier tous ses clients à la société d'affacturage qu'on va sélectionner. On peut se concentrer sur la problématique export, on peut se concentrer sur une problématique domestique, on peut se concentrer sur une business unit, donc tout est possible. Donc c'est très élastique, très malléable, ça c'est très intéressant. En revanche, c'est vrai que ça prend du temps, ça s'organise pour que ça marche bien. Voilà. Par contre, quand c'est mis en place, ça dure longtemps. Et l'autre avantage de la solution, en complément de ce que Guillaume disait, c'est que c'est extensible, c'est-à-dire qu'on voit aussi beaucoup de programmes finalement qui démarrent modestement et qui, au fur et à mesure du temps, vont s'élargir, soit parce que l'entreprise grossit en croissance organique, tout simplement, mais aussi parce qu'elle grossit notamment dans des options de croissance externe. C'est des configurations qu'on voit très souvent. Et les années passant, on se rend compte qu'il y a des programmes qui démarrent sur une entité en particulier ou un business limité en chiffre d'affaires et qui, parce que l'entreprise connaît de la croissance, parce qu'elle s'étoffe, eh bien les programmes de financement grossissent. Et c'est aussi intéressant parce qu'en fait, c'est toujours sur la même base, le même mode opératoire, le même contrat. Il y a juste éventuellement un travail de renégo de pricing derrière. Mais donc, c'est assez simple à faire pour les dirigeants d'entreprise en réalité. D'accord. Donc effectivement, ça peut grossir, ça peut s'adapter. Rassurez-moi, c'est aussi réversible. Ça peut aussi varier en volumétrie. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et moi, je vais vous faire une réponse honnête là-dessus. Oui, c'est possible sur le principe. Dans la réalité, c'est très rare. Ça se voit, il y a là aussi, les temps ont changé. Il y a un certain nombre d'années où il y avait une rotation très forte des contrats d'affacturage. Ça tournait très vite, ça cassait, comme on dit dans notre métier.
Et aujourd'hui, ça dure longtemps, ça casse peu. Certainement, encore une fois, parce que les solutions proposées par les facteurs en général sont des solutions sur mesure. Donc satisfaisantes, très bien. Visiblement. Alors justement, effectivement, si vous pouvez peut-être développer un petit peu, et notamment sur ces implications opérationnelles dont parlait Mathieu. C'est vrai que ce que disait Mathieu est vrai. Les facteurs se sont améliorés au contact à la fois de leurs clients. Je pense le besoin, finalement, dont je vous parlais tout à l'heure dans la mise en place à l'international, il a été directement lié au fait que les clients avaient des besoins. Les facteurs ne se sont pas dit un jour on va aller faire de l'international, comme on en reparlera sans doute par la suite, ils ne se sont pas dit on va faire des solutions à vocation déconsolidante. Ce qui est vrai, c'est qu'on a évolué au gré des besoins du marché. Je rappelle quelques chiffres. À la fin de l'année, on ne va pas être très loin des 400 milliards d'euros de créances cédées en France. C'est très significatif et c'est un marché qui croît de plus de 10% tous les ans. Donc c'est un marché qui, en étant en croissance, a continué de s'adapter. On était encore sur des bordereaux papier il y a 15 ans. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Donc c'est vrai que le taux d'effort qui a été mis en place pour pouvoir accéder à la solution entre il y a 10 ans et aujourd'hui est fondamentalement différent. Et ça, c'est grâce aux conseils et aux besoins de nos clients qui nous ont aidés, je pense, à nous adapter de la meilleure des manières. Ensuite, pour revenir sur ce que vous disiez et la sécurisation finalement de ces besoins, un point qu'on voit sans doute davantage aujourd'hui qu'on ne voyait par le passé, c'est des lignes qui sont confirmées, notamment pour les grands clients. C'est-à-dire qu'ils vont venir nous voir en nous disant je mets en place, pourquoi pas, la France, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, avec des contrats de cession dédiés dans chacun de ces pays. Et ensuite, par la suite, ils vont nous demander de rajouter une filiale, deux filiales dans tel ou tel pays. Avec une facilité qui est corrélée au périmètre de départ qui a été négocié avec le facteur, avec l'aide de ses conseils, eh bien, on a la capacité d'ajouter des pays au fur et à mesure. Et comme le disait Mathieu, quand on veut que le contrat qui a tendance à durer beaucoup plus longtemps que par le passé, soit sécurisé et directement lié à d'autres types de dettes, eh bien, on le confirme dans le temps. C'est quelque chose qu'on voyait moins par le passé aussi, qui permet de sécuriser la liquidité des grands comptes qui travaillent avec nous. Cette confirmation, elle s'adosse directement d'autres types de dettes. Donc, on a des confirmations à 3, à 5 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en lien directement avec ça, on voit des contrats qui durent parfois 6, 7, 8 ans dans un portefeuille, avec toujours des évolutions, mais vous avez une vraie sécurisation et une vraie fidélité autour de ces solutions, qui n'est pas forcément uniquement liée à la difficulté de mise en place. Je souscris à ce que disait Mathieu. Il y a besoin de mettre de l'énergie dans la mise en place, puisqu'au départ, vous avez une négociation qui est tout autant contractuelle finalement que technique. Mais c'est vraiment directement lié à la fidélisation finalement du besoin et à la mise en place qui, encore une fois, est croissante et permet d'ajouter des pays et des sociétés au fur et à mesure dans un programme. D'accord, donc très flexible. Très flexible, effectivement. Et on peut, pour répondre clairement à votre question, avoir des pays ou des entités qui sont sortis de programme. Ça nous arrive assez régulièrement, notamment dans le cadre de cessions. Vous pouvez avoir un certain nombre de nos clients qui disent voilà, je cède tel périmètre, ça devient, c'est racheté par un autre actionnaire, un autre fonds, par exemple, d'investissement. Et donc, dans ces cas-là, on va avoir un contrat qui peut s'arrêter. J'ai en tête un exemple qu'on a eu récemment où le contrat est parti chez un autre actionnaire. Vous redémarrez une autre histoire à côté, mais c'est assez intéressant parce que c'est un produit qui s'adapte aux réels besoins des entreprises. Et ce réel besoin, c'est quoi aujourd'hui? C'est financer les créances. Et les créances, c'est le premier actif de l'entreprise. Tout à fait. Très bien. Alors, l'affacturage est dans le mix des financements d'entreprise, et joue une place bien particulière. Et en préparant cette émission, effectivement, Mathieu, vous m'aviez attiré mon attention sur la place différente déjà entre le PME et les ETI, et puis également justement sur ce segment des ETI, le rôle vraiment durable depuis un certain temps déjà qu'occupe l'affacturage. Oui, effectivement, c'est tout à fait juste, on le voit. Alors, c'est aussi intéressant de mettre en lumière les motivations en réalité des entreprises, notamment des grandes entreprises qui se dirigent vers ce type de solution. Honnêtement, je pense que le cash est quand même la pierre angulaire. Quand on n'a pas besoin d'argent, on regarde assez peu l'affacturage en général. Mais le cash n'est pas forcément le seul élément qui va déclencher la décision de mettre en place une solution d'affacturage chez les corporates ou les grandes entreprises. Il y a d'autres sujets. Alors, je pense que de façon là aussi un peu schématique, on peut dire au moins deux choses. La première chose, c'est que la solution d'affacturage, elle est très intéressante pour des entreprises qui sont multisites. Multisites en France, c'est quelque chose d'extrêmement concret, ça concerne à peu près toutes les entreprises, mais aussi au-delà de la France, multisites avec des sites en Europe. En fait, le sens de l'histoire, c'est que depuis quelques années, avec l'aide des compagnies d'affacturage, notamment chez AU Group, nous, on a fait en sorte de promouvoir et d'accompagner nos clients pour montrer des programmes centralisés qui leur permettent d'intégrer plusieurs filiales
en France et en Europe, avec l'avantage d'avoir un outil de pilotage qui est un outil homogène, voire centralisé, et au-delà, un pricing calé sur la globalité du périmètre. Donc ça, c'est une vraie opportunité, un vrai avantage. On fait sauter la frontière juridique de l'entreprise prise en tant que telle pour raisonner à l'échelle du groupe par rapport à son chiffre d'affaires et l'encours généré par ce chiffre d'affaires, et on cale les niveaux de pricing sur ces volumes-là. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la compétition et l'augmentation des volumes confiés aux facteurs ont permis une optimisation des prix qui fait des entreprises les grands gagnants de ces négociations. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très positif. Quand bien même aujourd'hui, probablement Guillaume en parlera mieux que moi, on assiste à une remontée notamment des taux de financement qu'on surveille de près, parce qu'elle est évidemment pas sans impact, notamment dans le contexte haussier des prix. Donc ça, c'est un sujet d'attention, mais c'est vrai qu'en tout cas, les facteurs se sont adaptés à cette approche globale. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le premier sujet. Le deuxième sujet, mais peut-être qu'on en parlera un peu après, c'est des aspects plus structurants, type déconsolidation, qui sont très au cœur des préoccupations des dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Tout à fait. Je reviens 2 minutes, Guillaume, sur ce segment des ETI sur lequel vous êtes positionné fortement. Et vous me disiez que même pendant la crise du Covid et postérieurement, c'est un segment qui a été en croissance durable. Donc je comprends que les directeurs financiers, les directeurs financement, trésorerie ont véritablement bien compris l'intérêt de ce produit depuis déjà finalement un certain temps. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, on parlait tout à l'heure des PGE, c'est 6 à 7% à peu près des PGE qui ont été faits pour des ETI. Donc je pense qu'elles étaient relativement bien fournies sur les financements qu'elles pouvaient avoir sur le court terme. Et la facturage n'a pas du tout fait exception à la règle. Alors certes, l'année 2020 a été une année qui a été plus complexe en termes de nouvelles productions. L'arrêt de certaines lignes de production avec la nécessité d'avoir des factures pour se financer en facturage a généré un petit delta, notamment au milieu de l'année 2020. Néanmoins, on a continué d'avoir de demandes assez importantes depuis 2020, corrélées donc à beaucoup d'aspects dont parlait Mathieu. En premier lieu, le financement, effectivement. Vous avez un besoin de financement qui est corrélé à ce que vous avez sur la partie trésorerie comme besoin dans votre activité quotidienne. Mais pas uniquement. Il y a aussi l'aspect dont on va reparler par la suite, mais qui est directement lié aux liquidités. Et ces liquidités, elles pouvaient être pour, on va dire, des lignes de confort. C'est-à-dire que vous anticipiez une reprise, vous anticipiez une inflation sur un certain nombre de produits, de matières premières, voire même sur des coûts énergétiques ou de transport. Et ces lignes de confort, eh bien, on en a beaucoup vu, on a beaucoup travaillé sur des sujets dans lesquels on avait des périmètres qui étaient développés en conséquence. C'est-à-dire sur la partie internationale, Mathieu en parlait tout à l'heure, on a beaucoup mis en place de programmes sur lesquels il y avait énormément de pays qui étaient intégrés, sans forcément qu'il y ait un tirage qui soit intégral des lignes qui étaient mises en place, mais plutôt, je dirais, l'ambition de se sécuriser pour l'avenir et de se dire que si jamais sur une zone donnée, il y avait une reprise qui était plus rapide, eh bien forcément, on allait avoir le cash nécessaire. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, on a vu une reprise beaucoup plus significative sur l'international que sur le marché domestique. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que je pense que la stat elle est intéressante, la nouvelle production, le nouveau chiffre d'affaires acheté sur 5 ans sur le marché domestique d'affacturage, il est de 5,7%. Alors que, notamment parce que vous avez eu une baisse significative en 2020, sinon vous êtes au-dessus de 10% tout le reste du temps. Quand vous prenez juste l'international, y compris avec l'année 2020, vous êtes à plus de 13%. Donc l'international a vraiment tiré les volumes depuis un certain nombre d'années, et Facto France ça n'a pas fait exception à la règle, en étant très précurseur sur un certain nombre de zones, notamment dans le cadre des demandes qui pouvaient nous être fournies par les clients avec lesquels Mathieu travaille. Eh bien, nous avons ajouté un certain nombre de pays. Aujourd'hui, on intervient dans plus de 25 pays avec des cessions de droit local pour pouvoir justement sécuriser les encours locaux. Et je pense que c'est là, je dirais, où on a eu un vrai virage qui a eu lieu. C'est pas uniquement le financement, la liquidité était vraiment un sujet également. Et si je peux compléter ce qui est dit par Guillaume, c'est aussi un des points de préoccupation de la période actuelle. La capacité des assureurs crédits, qui sont au cœur de notre métier, puisque la sécurisation de la créance commerciale permet évidemment de bien la financer. On est tous très vigilants aux positions données aujourd'hui par les compagnies d'assurance crédit sur leur capacité à suivre et à couvrir les encours, et notamment les encours à l'international. C'est un vrai sujet et une relative vigilance de la part des assureurs crédits que nous suivons avec beaucoup de précision parce qu'encore une fois, la question de la sécurisation du risque du poste client permet son financement, et à l'inverse, s'il n'y a
pas un bon suivi et un bon monitoring du poste client, il peut y avoir du danger à financer les créances commerciales. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la facturage permet de répondre à des enjeux finalement ou des configurations différentes. Et donc, par rapport à ceux qui nous écoutent, nous regardent, pouvoir justement s'adapter à des enjeux. Alors commençons par, on en a déjà un peu parlé, la facturage comme solution par rapport aux enjeux multisites et dont l'export. Peut-être, Guillaume, si vous pouvez nous expliquer, parce que derrière ces mots-là, on peut mettre différents cas de figure, peut-être bien expliquer les différents types de configurations qu'il peut y avoir et de solutions. Ouais. Oui, c'est vrai, on a parlé de cette logique finalement de recherche de liquidité dans un certain nombre de pays et en addition peut-être des programmes domestiques qui étaient mis en place par le passé. Vous avez deux choses. Vous avez effectivement la notion d'export. Alors ce qu'on appelle comme export, c'est vous financez en droit français depuis finalement la société qui vend ses factures en France sur un débiteur, un de vos acheteurs à l'étranger. Donc ça, vous le faites sécuriser par une assurance crédit. Mathieu en parlera encore mieux que moi. Et vous avez aussi le besoin qui peut être local, c'est-à-dire que vous avez une filiale à l'international, ou vous avez d'ailleurs votre maison mère qui est à l'international, qui vous dit votre programme fonctionne bien en France ou en Europe, j'aimerais bien mettre la même chose en place de mon côté. Et donc là, vous avez une session qui se fait avec les us et coutumes en droit local. Alors c'est assez basique quand on est dans des pays limitrophes. En Europe, ça se pratique énormément. L'Europe est un très très gros marché. Vous avez des spécificités. En Espagne, par exemple, vous allez faire notariser votre contrat. Ouais. En Italie, vous allez vous assurer que vous avez une date certaine de la cession, qui ne viennent pas invalider votre cession. Et on en reparlera par la suite. Ça a du sens parce que quand on parle de sécuriser sa liquidité et son financement, faut vous assurer que la cession de votre créance, elle soit réputée valable et non opposable. Donc ça a beaucoup de sens finalement d'avoir ces programmes structurés qui sont mis en place avec la bonne vision sur chacun des pays sur lesquels vous intervenez. Et je voudrais revenir quelques minutes avant de parler peut-être plus spécifiquement de l'assurance crédit et de son lien sur la partie internationale, sur l'aspect multisite. Quelque chose qui était, je pense, un vrai frein par le passé pour toutes ces ETI, c'était de se dire, je vais avoir une banque, un factor partenaire dans un pays qui va travailler avec une spécificité, une façon de travailler, un outil spécifique, parfois même un conseil ou un assureur dans un pays. Là, je peux avoir une centralisation à la fois en termes de plateforme d'intervention pour me financer. Je vais avoir un interlocuteur pour la partie financement, un interlocuteur pour la partie couverture. Je vais avoir un seul conseil qui va me mettre tout en place. J'ai une visibilité globale et parfois même j'ai une sécurisation globale de mon programme. Donc, tout ça mis bout à bout a fait qu'effectivement, sur les dernières années, on a beaucoup sécurisé nos programmes dans nos interventions de cette façon-là, en proposant quelque chose qui était clé en main, global, et je pense que c'est ce qui aide beaucoup, notamment Mathieu dans ses échanges avec ses clients, pour dire, regardez finalement cette solution, elle est pérenne, elle est multisite, elle est multilocale, elle vous permet d'intégrer une partie des encours que vous n'auriez pas imaginé intégrer, et peut-être également de vous faire financer votre croissance dans des environnements dans lesquels vous n'avez pas les mêmes conditions de financement que vous l'avez sur votre marché domestique. Et ça, je pense que c'est un virage qui a permis un développement très significatif des encours internationaux. D'accord, donc des solutions bien abouties déjà, et ce qui permet effectivement de pouvoir s'adapter au mieux. Et si je peux me permettre, peut-être de le dire aussi de façon très claire, aller au-delà de l'Europe désormais. Ouais. On parle beaucoup d'Europe, mais on parle aussi du grand export, toujours, mais aussi entité d'un groupe situé en dehors de l'Europe, notamment avec pas mal de demandes. Je pense que c'est partagé par Guillaume aux États-Unis et Canada sur la période récente. Et aujourd'hui, on voit que les facteurs travaillent à proposer des solutions qui vont au-delà de la localisation de cédants européens. Et ça, c'est très intéressant. Il y a une vraie demande. Et donc l'aspect assurance-crédit, effectivement, auquel Guillaume faisait référence, alors, cette configuration internationale. Alors l'assurance-crédit, encore une fois, et il faut le redire, est clé, et encore plus que clé aujourd'hui, puisque plus la période est tendue, plus la question de la sécurisation de la créance commerciale, qui par définition est prépayée par le facteur, plus cette sécurisation est importante. Je crois qu'il faut vraiment il faut insister. Il fut une époque assez ancienne où les facteurs aimaient financer des créances non garanties, c'est quand même assez rare. Aujourd'hui, ça peut exister au cas par cas, mais ça reste quand même assez rare. Et puis, c'est aussi très important parce que certains dispositifs d'affacturage sont, pour le coup, carrément conditionnés par cette solution d'assurance crédit. Je fais référence aux opérations de déconsolidation. Donc, pour faire simple, la déconsolidation permet à l'entreprise de considérer que la cession factor dite sans recours vaut un paiement aussi fort, aussi robuste, aussi irréfutable que le paiement venant de l'acheteur, alors que celui-ci, par définition, n'a pas encore payé, puisque le facteur consent un crédit.
Cette solution de déconsolidation, elle convient à des catégories d'entreprises assez larges, des très grands groupes cotés qui doivent respecter un certain nombre de covenants financiers, des entreprises sous LBO par ailleurs, donc on voit que la gamme est très large. Elle rencontre un vif succès. La solution de déconsolidation, elle est relativement complexe à appréhender parce qu'elle varie selon la norme comptable de l'entreprise, très exigeante en IFRS, un peu moins contraignante en French US GAAP, mais tout ça, ça reste de la technique et notre métier de conseiller les entreprises en liaison avec les facteurs sur ces sujets-là. Mais l'avantage, encore une fois, c'est que finalement, le corporate qui va vers cette solution de déconsolidation va pouvoir répondre à différents objectifs de façon simultanée, lever du cash, sécuriser son poste client et donc ses paiements à l'échéance, et en respectant encore une fois un cahier des charges et un wording qui va bien, faire en sorte que cette opération soit réputée déconsolidante et donc soit vertueuse par rapport à l'optimisation de ses ratios financiers. Oui, très bien. Et Mathieu, vous parliez des entreprises sous LBO ou effectivement d'entreprises avec des forts effets de levier. Et là, c'est vrai que la situation nouvelle dans laquelle on est, que ce soit en termes de perspectives économiques, que ce soit en termes de montée des taux de financement, offre vraiment un vrai sujet, je pense. Dans le sens où, par rapport au business plan, sur lequel repose effectivement ce type d'opération et ce type de financement long terme, il peut y avoir des vraies tensions de financement qui arrivent. Et là, quel rôle justement peut apporter l'affacturage, Guillaume, dans ce genre de situation ? Dans ce genre de situation, vous avez deux cas de figure bien différents pour le Factor, la société d'affacturage, dans ce cadre-là. Soit vous avez une solution qui est mise en place lorsque vous avez l'acquisition finalement de la cible qui est faite avec un fort effet de levier, et là vous mettez en place et vous injectez tout de suite finalement le besoin de cash nécessaire en fonction du périmètre qui va être confié au Factor dans le cadre de cette acquisition. Donc là j'ai envie de dire c'est finalement au tout début quand la dette est mise en place et quand on est aux prémices de l'investissement et de la durée de l'investissement, donc qui est généralement entre 5 et 7 ans. Quand on est dans des cas de figure dans lesquels on intervient en cours de vie d'un contrat, c'est un petit peu différent. Quand vous intervenez au départ, généralement vous structurez fortement en fonction de ce qui a pu être mis notamment comme dette à moyen et long terme. Donc vous êtes partie prenante finalement du financement global. Quand vous intervenez en cours d'investissement, généralement c'est pour aller accompagner soit un build-up, soit finalement accompagner cette acquisition de cibles supplémentaires, ou alors sécuriser des financements dans un contexte dans lequel la génération de cash flow ne suffit pas forcément toujours à l'opération. On parlait tout à l'heure de l'année 2020, vous pouviez avoir certaines difficultés pendant cette période-là, et vous pouviez avoir besoin finalement d'injecter du cash additionnel, soit pour sécuriser dans un de vos pays vos ventes, soit pour pouvoir sécuriser vos liquidités dans un contexte qui était un contexte de crise. Je pense qu'il est fondamental de bien rappeler la décorrélation du produit d'affacturage et de financement des créances clients du reste des dettes qui peuvent être mises en place. Forcément un lien. Mathieu le disait tout à l'heure, on vient respecter des covenants, on vient respecter une liquidité, on vient finalement sécuriser l'intervention globale de la société et ses aspects financiers pour l'intégralité des prêteurs. Mais il ne faut pas se mettre dans un cadre dans lequel le Factor est complètement interdépendant des autres dettes. Non. Factor a vraiment vocation, à côté des autres financements qui peuvent être mis en place, à venir sécuriser les besoins du client. Et sécuriser ces besoins du client, c'est directement lié à la créance. Donc en finançant ce premier actif, vous mettez un petit peu à côté des autres créanciers et vous avez cette capacité finalement de venir accompagner les besoins sur la création de valeur et sur les éventuelles évolutions et acquisitions qui peuvent avoir lieu. Je reviens sur le contexte dont parlait Mathieu, parce que forcément, cet aspect de lien avec l'assurance crédit et cet aspect de vocation déconsolidante, de décomptabilisation des créances, il est fondamental quand vous avez une société qui a un fort effet de levier. Pourquoi ? Parce que, alors même s'il y a un certain nombre de retraitements qui peuvent avoir lieu, soit par des institutions financières, soit par des agences de notation, vous améliorez fondamentalement la liquidité de l'entreprise et ses ratios à l'instant T lorsque vous utilisez une solution d'affacturage pour venir financer les créances clients et les rendre plus liquides. Ce côté irrévocable finalement dans la cession dont parlait Mathieu tout à l'heure, il est fondamental parce que vous vous assurez qu'à un moment donné, vous avez la liquidité nécessaire. Mathieu, pardon, tu voulais... Non, je vais juste préciser et compléter ce que tu dis et préciser effectivement que dans ce travail autour de la déconsolidation, il y a
un intervenant qui arrive et qui est clé, ce sont les commissaires aux comptes de l'entreprise qui sont les grands censeurs de l'opération. Et ça change un petit peu le prisme du travail qui est fait autour de ces dossiers-là, puisque pour le coup, il y a un vrai travail qui est fait par rapport autour du contrat en lui-même, de la rédaction du contrat, de la compréhension du contrat par les auditeurs d'entreprise. Et là aussi, ça oblige à une méthodologie un peu différente. On travaille beaucoup avec les juristes d'entreprise, les juristes du factor pour arriver à la copie qui va bien et qui permet d'éviter toute ambiguïté dans la validation du caractère des consolidations lorsque le contrat est présenté au commissaire aux comptes de l'entreprise. Donc c'est une approche qui est différente, peut-être un peu plus juridique et qui doit être anticipée. Effectivement, on parle, oui, financement, covenant, respect du plan d'affaires. Et c'est vrai que c'est particulièrement important par rapport aux mois et aux années à venir. C'est vrai qu'on ne sait pas quelle va être l'ampleur de la récession à laquelle on va être confronté. Et pour les sociétés qui peuvent être fortement perturbées, attaquées dans leur modèle économique ou leur structure financière, ça peut être un vrai plus. C'est vrai qu'à titre personnel, j'ai moi-même, lors de la crise de 2007-2008, mis en place une solution d'affacturage dans une entreprise qui était fortement impactée. Et pour le coup, ça a été un des éléments majeur, déterminant dans la pérennisation de cette activité et ce qui a permis ensuite de pouvoir opérer un vrai retournement. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu lié à la mobilisation de cet actif dans l'entreprise, tout à fait. Et je pense, Bruce, si vous me permettez, c'est fondamentalement, dans cette période-là, on voyait encore un certain nombre de transactions qui étaient mises en place dans des schémas de difficulté, de liquidité qui manquaient à un instant T. Et on avait des dossiers qui arrivaient à l'époque pour certains de nos clients avec une situation qui était relativement dégradée. Je voudrais insister sur le fait qu'avec Mathieu, quand on travaille sur une opération aujourd'hui, on est très en amont, beaucoup plus en amont qu'on l'a été par le passé. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de nos clients qui viennent nous solliciter justement avec cette optique d'avoir une dette structurée qui est mise en place sur la partie factoring très en amont. Très en amont parce qu'ils savent justement que l'obtention de tous les critères qui permettront d'avoir cet aspect décomptabilisant, eh bien, il y a un certain travail qui doit être mis en place. On doit échanger avec ses conseils, on doit échanger avec ses banquiers parfois, on doit sécuriser le cash dans les pays qui sont concernés, on doit mettre en place des remontées de fonds, etc., etc. Donc vous avez une structuration finalement des solutions en droit local qui, dès lors qu'elle est déconsolidante avec cette vente véritable de l'actif, nécessite d'être très anticipée. Donc on ne le dira jamais assez, la période actuelle étant ce qu'elle est et la sécurisation finalement de la liquidité étant ce qu'elle est, l'anticipation, c'est le maître mot, comme dans n'importe quel, je pense, business plan dont vous parliez tout à l'heure. L'anticipation est fondamentale. Mais elle l'est encore plus, je pense, sur des contrats dans lesquels, aujourd'hui, quand on met en place cette situation en amont, on le voit, c'est assez tangible avec nos clients. Cette sécurisation en amont permet de couvrir quand même une grande partie des besoins quand vous avez des bridges à faire. Et notamment à l'international, la partie déconsolidante, elle est sans doute un petit peu plus complexe à obtenir dans un certain nombre de pays. Mathieu parlait tout à l'heure des États-Unis. Les États-Unis, c'est pour les ETI un peu plus de 35% des échanges aujourd'hui. C'est sur les États-Unis. C'est le premier partenaire des ETI. Si on ne prend pas l'Europe dans sa globalité, mais si on prend par pays, c'est le premier partenaire. Aujourd'hui, quand vous faites mise en place de programmes sur les États-Unis, tout doit nécessairement être sans recours à vocation déconsolidant. Il y a une vente véritable de l'actif qui doit se faire en local. Vous avez ce qu'on appelle une true sale en droit local qui va être obtenue. Donc ça ne s'obtient pas du jour au lendemain, c'est validé avec un avocat local, ça fait partie des choses qu'on met en place très en amont, et vous ne le faites pas du jour au lendemain sur une semaine lorsqu'il y a un bris de covenant ou quelque chose qui doit être mis en place pour sécuriser des prêteurs. Non, vous l'anticipez beaucoup. Et Mathieu, j'imagine que votre rôle de conseil, forcément, par rapport à ces notions d'anticipation et puis des points très techniques, par exemple liés à ces opérations de déconsolidation, vous intervenez aussi, et puis en lien probablement avec les équipes de la société d'affacturage. Comment ça se passe Qui fait quoi? En fait, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'on est dans un vrai paradoxe. On a des dirigeants d'entreprise, des directeurs financiers, des patrons de trésorerie qui sont surinformés. Ils n'ont jamais été autant, notamment grâce à des gens comme nous qui viennent parler sur les plateaux. Et en même temps, ils ont un vrai besoin d'accompagnement, un vrai besoin de pédagogie. On sent le besoin de comprendre, d'aller dans le détail des solutions qui leur sont proposées. Puis aussi, il faut dire une chose qui est une vérité de contexte, c'est quand une entreprise
lance un projet d'affacturage, il y a une compétition très forte auprès de ses partenaires financiers et au-delà. Et donc, on est là aussi pour accompagner ce mouvement, pour rationaliser les choses, pour expliquer. Donc oui, anticiper. Et puis cette anticipation, elle va se renforcer dans la période actuelle, puisque effectivement, jusqu'à présent, on avait un temps de latence, un temps de travail de plusieurs mois sur les gros dossiers, pour dire les choses assez clairement. L'accès au cash va devenir plus sensible pour toutes les entreprises. Et donc, ça va complexifier encore un peu plus le processus. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt intérêt, quand on est une entreprise, à anticiper le sujet. Finalement, le mieux, c'est de le regarder quand il y a besoin de rien. C'est ce qu'on dit souvent, mais c'est une vérité universelle. Et effectivement, pour pouvoir regarder le projet dans le détail et surtout rentrer à fond dans l'activité. Je pense que si on devait être un peu caricatural, je dirais que le mauvais rendez-vous autour d'un projet d'affacturage, c'est le rendez-vous où on se concentre sur 3 points clés et on ne va pas du tout creuser le métier de l'entreprise. Le bon rendez-vous, c'est quand on parle essentiellement du métier de l'entreprise et très peu des finances. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est votre perspective également sur ces types d'opérations ? Je souscris totalement au propos de Mathieu. Aujourd'hui, l'anticipation, elle est fondamentale, ça c'est indéniable. Vous avez 3 grands sujets qui sont regardés par les ETI pour aborder ce type de mise en place de contrat d'affacturage. Le premier, c'est soit un changement capitalistique, qui généralement vient générer un besoin à l'instant T et qui est anticipé dans le temps, forcément. Soit vous avez des développements internationaux qui sont significatifs et qui peuvent être à un moment donné un besoin aussi finalement d'accompagnement et qui viennent générer ce besoin qui n'est pas forcément toujours tangible dès le départ. Et puis enfin, vous avez une dernière catégorie qui est le besoin de liquidité ou la sécurisation de la liquidité à venir. Et je pense que c'est là où on a un vrai changement. On aurait fait cette table ronde il y a quelques années tous ensemble. On se serait dit finalement le facteur vient quand il y a un besoin spécifique. À pas faire le pompier parce qu'on est loin, je pense, de cette vision du facteur. Facto France l'a connu puisque c'est un des premiers facteurs, comme vous le savez, en France. Mais on est loin finalement de cette logique dans laquelle le facteur était le pompier de service. Ça s'est énormément structuré et aujourd'hui, quand vous travaillez sur les ETI, vous faites pas énormément finalement de distress, de restructuring. Vous êtes très en amont. Vous êtes beaucoup plus en amont que vous ne l'étiez par le passé parce qu'il y a également beaucoup plus d'anticipation. Et c'est en ça que c'est intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la crise de 2008 a fondamentalement changé les choses. Maintenant, vous avez une anticipation beaucoup plus significative. Par le passé, on était, je pense, sur des trésoreries qui étaient un tout petit peu moins anticipées. La vision cash flow, elle était présente, mais elle était sans doute moins pérenne dans la sécurisation. Là, aujourd'hui, on est dans l'anticipation, beaucoup plus. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans les programmes, dans l'anticipation qui peut être mise avec un certain nombre de conseils. Parfois, il y a des clients que vous avez vus il y a quelques mois, il y a quelques années. Parfois, on en parle ensemble avec Mathieu et vous les revoyez quelques années après. Ils ont parfois même changé d'entreprise, mais ils ont toujours cette vision du produit en se disant c'est vrai que quand je l'ai, je sécurise mon besoin et je sécurise ma croissance. Et ça, c'est fondamental. Je crois que c'était le titre de notre intervention aujourd'hui. Sécuriser sa liquidité dans un contexte dans lequel il y a des changements notables, exogènes, que vous ne maîtrisez pas, c'est quand même ça le nerf de la guerre. Et des changements d'une complexité intangible. Oui, exactement, et probablement plus grande encore à cette crise, cette période, que d'autres plus classiques par le passé. On approche de la fin. Je vais vous demander quelques mots de conclusion sur notre sujet. Guillaume, je vous laisse la parole. Merci. Je pense qu'on a essayé de vous apporter, et je pense à toutes les personnes qui regarderont notre table ronde, quelques éléments sur le mode de fonctionnement que peuvent avoir les ETI aujourd'hui dans leur financement court terme et dans la recherche de liquidité. Si je devais donner, encore une fois, quelques maîtres mots pour Facto France dans l'accompagnement des ETI qu'on veut faire au quotidien, c'est cette volonté d'accompagner toujours dans un contexte qui va effectivement se tendre, qu'on doit anticiper, c'est une nécessité, et dans un contexte dans lequel les programmes, quels qu'ils soient, même les plus structurés, peuvent être regardés. Encore une fois, je voudrais revenir sur l'aspect dont on a parlé tout à l'heure, la liquidité étant fondamentale. Si on veut conclure en se disant que c'est le plus important pour l'entreprise, je voudrais bien qu'on retienne aussi que l'anticipation de ses besoins est le plus important pour l'entreprise. Très bien. Mathieu ? Alors l'anticipation, forcément, je pense que je peux prendre ce propos, c'est la clé de notre métier, je pense qu'on en a parlé assez longuement.
Pour illustrer en termes de durée, je dirais, un programme pour une ETI incorporate, en termes de travail en amont, c'est entre 3 et 6 mois, donc ça donne un peu le tempo. On ne fait pas ça en 15 jours, c'est très clair. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je dirais, en termes d'approche, dire les choses très clairement aux facteurs que l'entreprise rencontre, expliquer la situation, donner de la perspective, mais tenir un discours très concret, très simple, et un discours de vérité. On a une chance, c'est qu'on fait un métier qui en réalité est très simple. Guillaume le disait tout à l'heure et je souscris complètement à cette approche. La solution d'affacturage est montée en gamme, mais la technique est restée sur la base la même. Et plus c'est simple, mieux ça marche. Donc anticiper et faire des choses simples. Très bien. Eh bien, écoutez, nous voilà bien armés pour affronter du coup, ces prochains enjeux de financement au cours des prochains mois. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Et merci à vous tous de nous avoir suivis lors de cette semaine de débat. Et sachez que vous pouvez revoir tous les épisodes en replay sur le site de l'événement.